Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur le plateau de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 20 novembre 2022. Recours du parti Les Démocrates contre la DGID qui finalement est allé en leur faveur. Remise aux démocrates de leur récépissé définitif, positionnement de cette partie en lice pour les législatives de janvier 2023. Le processus électoral suit bien évidemment et certainement son cours. Ce sont là l'actualité de la semaine qui s'achève. Et pour en discuter ce dimanche, comme tous les dimanches d'ailleurs, nous avons autour de ce plateau 3 collègues, hommes des médias, qui ont accepté cette invitation avec qui nous allons échanger, commenter l'actualité. Je commence d'abord par ma droite. Florent Roussillon, bonjour. Théodule, bonjour. Merci d'être là. Florent Roussillon, je rappelle que vous êtes le secrétaire de rédaction de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Merci d'être avec nous ce matin. Le merci est partagé. Très bien. Avec vous, nous avons Isiaka Kochoni. Bonjour Isiaka. Oui, bonjour Théodule Moussa. Bonjour chers confrères. Sans oublier bien sûr Florent Roussillon. Très bien. Merci chers confrères. Isiaka Kochoni est le directeur de publication du quotidien La Cime de l'Info. Merci d'être là ce dimanche. Et puis Médis Agouinko. Bonjour Médis. Bonjour chers confrères, merci pour l'invitation à ce débat. Très bien. Médis Agouinko est un journaliste indépendant. Voilà, avec vous, nous allons donc commenter l'actualité, à commencer bien évidemment par ce qui constitue le chou gras depuis quelques jours. Il s'agit donc de ce qui se passe de l'autre côté de la Sénat avec les partis politiques, les législatives. Médis Agouinko, nous allons commencer par vous. Quel est dans ce lot l'aspect qui vous aurait beaucoup plus intéressé? Merci bien chers confrères et bonjour aux téléspectateurs. Nous sommes en période préélectorale, bien sûr. Donc un moment où l'actualité nationale est très riche en informations et nous avons tous suivi ce sujet qui a suffisamment défrayé la chronique, qui a retenu les attentions. Il s'agit de recours du parti Les Démocrates. Bon, donc c'est ce sur quoi je voudrais axer ma réflexion, mes analyses. Allez-y, là. Et là, c'est de dire d'abord que c'est une bonne démarche effectuée par ce parti politique qui, dès qu'il s'est senti lésé, a jugé bon d'emprunter la bonne direction, c'est-à-dire la voie des juridictions. C'est ça aussi le jeu démocratique, puisque, bon, si un parti politique se comporte comme tel, c'est qu'il faut, comme je le dis, comprendre qu'il a voulu agir selon les règles de l'art, au lieu de commencer par critiquer, insulter, dénigrer. C'est qu'il faut se référer d'abord aux juridictions, aux instances, aux institutions. Et nous avons tous constaté le verdict. Finalement, c'est que le droit a été dit et la Cour leur a donné raison. C'est pour dire qu'en politique, lorsque les problèmes se posent, il faut rechercher les bonnes solutions en se conformant aux tests. Face à ce cas de figure, qu'est-ce que les tests ont prévu? Vous êtes un parti politique, vous allez aux élections, vous avez un contentieux avec la direction générale des impôts et des domaines au sujet de la non-délivrance des quitus fiscaux. Pièce indispensable à l'élaboration des dossiers, puisque c'est une pièce maîtresse. Quand cela n'est pas dans le dossier, c'est que la Sénat aura du mal à prendre cela en compte, pour ne pas dire que la Sénat ne pourra pas prendre en compte. Et c'est effectivement sur cette base que la Sénat avait, dans un premier temps, mis ce parti de côté, avant que la procédure ne soit engagée. Au niveau de la Cour, le raisonnement qui a été fait pour donner raison au Parti des démocrates, quand on analyse bien, c'est quand même très simple. Il y a l'article 42 qui précise un délai. L'article 42 du Code électoral qui dit que la Direction générale des impôts et des domaines dispose d'un délai de 42 jours, et pas de 42 jours, d'un délai de 15 jours. C'est l'article 42 bien sûr. Excusez pour la lapsus lingué. Donc un délai de 15 jours pour délivrer le quitus fiscal au candidat. 15 jours dont le décompte doit commencer à partir du jour de la demande. Mais il s'est fait que ce délai n'a pas été respecté.
Or, nous sommes dans un état de droit où l'article 34 de la Constitution dit clairement que tout citoyen a le devoir de respecter les lois, les textes et règlements de la République. Sur le cas d'espèce, c'est que le délai de 15 jours n'étant pas été respecté, donc la Cour constitutionnelle a constaté qu'il faut donner raison au parti Les Démocrates. Et c'est ce qui a été fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit a été dit. Et en réalité, de mon point de vue, la Cour n'avait pas quand même autre choix que d'aller dans ce sens, puisque le problème posé est quand même très simple et très clair. C'est un problème de délai. Donc il suffit que le requérant apporte la preuve que le délai n'est pas respecté et qu'on fasse la comparaison pour dire, ah, là il y a problème. Et il faut vraiment reconnaître la qualité de cette décision qui permet d'éviter beaucoup de problèmes. Qui permet d'éviter beaucoup de problèmes. Imaginez-vous, si le droit n'était pas dit de cette façon, les critiques vont continuer et la Cour va continuer davantage, sera davantage vilipendée, ainsi de suite. Or, pour avoir dit le droit, c'est que ça a mis tout le monde à l'aise et le débat continue à la grande satisfaction de l'opinion et dans l'intérêt de la nation. De la nation. Voilà. À la grande satisfaction d'abord de Mehdi Saguenko. Issaka Kotioni. Oui, je pense que Mehdi Saguenko a fait déjà une démonstration très simple des choses. Parce que là où il n'y a pas de problème, il ne faudrait pas qu'on en cherche là. Les preuves sont expédiées. Je pense qu'on ne devait pas en faire encore un procès autour. Mais ce que moi, je n'ai pas trop aimé au niveau des démocrates, il faut avoir le courage de le dire. Et le chef de l'État l'a dit en son temps, que lui, il était à leur place, il fera tout pour aller à l'élection. C'est comme les choses sont faites de façon express, juste pour saboter le travail engagé par les chefs de l'État et du gouvernement. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez que pour aller à l'élection, il y a du processus. Il y a sur des points qu'on vous attend. Étais-je à leur place, je prendrais toutes mes responsabilités pour ne pas être confondu à la chasse auquel ils sont confrontés. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont... est-ce que c'est leur intention de saboter ce qui est... Je n'ai pas dit que c'est leur intention, mais on a l'impression que c'est ça. Quel intérêt ils ont à attendre jusqu'à la date que la DG a donnée avant de commencer par fournir les pièces? Moi, je connais un candidat. Depuis maintenant 3 ou 4 mois, il a commencé par fournir ses pièces. Il demande à telle direction, il va déclarer et il a payé les impôts. Et là, ils sont guettés de façon simple. Mais pourquoi avoir attendu pendant longtemps et on commence par précipiter à gauche, à droite pour dire, bon, voilà, nous voulons aller et on refuse? Non, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai un peu de couac. Je n'ai pas du tout aimé le processus au niveau de LD, de faire de laisser passer la question de l'impôt. Si les LD payaient l'impôt régulièrement et ils ont des pièces, je pense qu'ils ne sont pas confrontés à cette situation. C'est un pas ça. Deuxième pas, même si on voulait aller et on dit le quitus n'est pas prêt, vous n'avez pas payé votre impôt et ainsi de suite, est-ce qu'il n'y a pas des éléments, des gens qu'on pourrait remplacer? C'est là que je parlais de peut-être faire exprès, parce qu'il y a des jeunes candidats qui sont là. Même ceux qui sont les 3 personnes qui n'avaient pas eu leur quitus, ce sont je les appelle des doyens. Pourquoi ne pas prendre d'autres personnes pour aller à l'élection? Et dit, vous là, allez régler votre situation avant de revenir à la course. Je pense que ce n'est pas passé aussi ainsi. Et lorsque vous regardez tout ça là, on a l'intention, ou bien on a l'impression que les choses sont faites à dessein. D'où, pour les prochaines fois, je pense que les LD feront mieux d'être en règle. Pour qu'il n'y ait pas de critiques à gauche, à droite. Si ce n'est pas la Cour maintenant, d'une manière ou d'une autre, les LD allaient être écartés. Si ce n'est pas la Cour qui est intervenue, ils ont eu l'idée d'aller saisir la Cour. Il allait être écarté, on va dire, assemblée monocolore. Qu'est-ce que l'opposant fait pour ne pas assister à l'assemblée monocolore? C'est ça qu'il faut faire. Si, par exemple, ceux qui doivent un peu, beaucoup là, si d'une manière ou d'une autre, ils avaient pris déjà les dispositions et commencé par payer ces impôts-là, je pense qu'ils n'allaient pas être là. Ou peut-être négocier avec la direction générale des impôts. Tout à fait sûr. On pouvait négocier. Mais on pouvait commencer plus tôt. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Le candidat dont ils sont en train de parler, il n'est pas peut-être de la mouvance, mais très rapidement, il appelle Parakou, il appelle Naitengu, là où il a des parcelles. Okay. À Calabi, il a fait la même chose. Et rapidement, il est en règle vis-à-vis de la fiscalité. Right. Mais je ne sais pas pourquoi attendu jusqu'à la date pour commencer par courir à droite pour dire, bon, lui, il reste beaucoup parce que moi, je pensais même qu'ils étaient déjà écartés de la course. C'est là j'ai compris aussi qu'il y a l'indépendance des institutions au Bénin.
Je me suis dit, arrivé là-bas, on allait chercher encore des astuces pour pouvoir les contraindre à ne pas pouvoir aller. Mais la Cour a dit les droits. Et c'est pour dire à ceux qui pensent que il n'y a pas d'indépendance au niveau des institutions, c'est faux. S'il n'y a pas d'indépendance, la Cour ne pourrait pas dire les droits comme c'est dit là. La Cour a dit le droit. Et il n'y a pas amalgame autour. On voit les choses claires et beaucoup attendaient à ça. Et c'est ça la Cour a dit. D'où les LD, je vais finir par dire quoi. On dit chez moi, lorsque pour pleurer là, vous avez un peu les yeux enfoncés dans les orbites, vous commencez par pleurer avant les autres. Et arrivé là, à la maison Montier, les larmes coulent en même temps. Mais il ne faut pas attendre pendant que les autres qui pleurent vite commencent et vous allez commencer. C'est ça qui est arrivé au LD. Je pense qu'un bon député doit payer sa fiscalité. C'est l'occasion de le dire aussi à tous les députés. Vous devez payer votre fiscalité. Vous devez payer ce que vous devez à l'État. C'est la population. Si la population ne paye pas, ce sont les députés là qui doivent dire allez payer votre impôt et consort. Si on assiste à ceux qui prétendent aller à l'élection, ne pas respecter cette règle, je pense que c'est un peu alambiqué, c'est anachronique, si je ne me trompe pas, monsieur Médis Abouko. Très bien. Merci à vous, monsieur Kotioni Siaka. Florent Rossineau, est-ce qu'il pouvait en être autrement par rapport à cette décision? Est-ce que c'est vrai, beaucoup s'attendaient, c'était la grande inquiétude, la grande interrogation, pas inquiétude, mais une grande interrogation, qu'est-ce que la Cour allait décider? Vous avez eu certainement le même sentiment, Florent Rossineau. Oui, moi j'ai eu le même sentiment. Vous savez, moi je suis dans un organe religieux. Et lorsque nous avons appris, nous avons lu la décision de la Cour constitutionnelle, nous nous sommes dit que nos cris et nos prières sont entendus par le Seigneur. C'est une preuve palpable. Et le second élément, c'est que la Cour a rendu aux Béninois l'esprit de fête qui habite les élections depuis 1990. Et elle nous a sauvés des situations douloureuses de 2019, de 2020 et de 2021. Oui, et moi, je voudrais faire deux observations par rapport à cette décision de la Cour. La première observation, c'est que c'est une décision qui ouvre le jeu électoral et qui entre en ligne de compte des prescriptions, des recommandations des évêques du Bénin lors de la dernière session, lors de la première session ordinaire de l'année pastorale 2022-2023, où les évêques ont souhaité que les élections législatives qui s'annoncent soient transparentes, pacifiques, inclusives. Et donc, en lisant la décision de la Cour constitutionnelle qui demande à la Sénat de reconsidérer sa position par rapport au parti, les démocrates, de pouvoir remembrer le parti en reconsidérant la deuxième liste présentée par Éric Ngoundité, je dis, la Cour nous permet d'aller aux élections. D'abord, elle apaise le cœur. Parce que vous savez, quand moi j'ai appris à beaucoup de mes amis qui m'ont écrit, il y a des gens, des Béninois qui ont sauté au plafond lorsqu'ils ont appris que la Cour a demandé à la Sénat de reprendre en compte les démocrates. Donc, Ils ont sauté de joie? Oui, ils ont sauté au plafond, oui, sauté de joie. Parce qu'ils ont dit, là, c'est que nous avons véritablement une compétition électorale. Vous voyez? Alors, le second élément, la seconde observation que je voudrais faire, c'est que la Cour, en rendant cette décision, est partie chercher le principe du contrat non valentem. C'est-à-dire que la prescription ne peut s'appliquer contre quelqu'un qui ne peut agir. Vous voyez? Et c'est une prescription qui entre dans les dispositions du code civil. Alors, si la Cour en est arrivée à prendre une disposition qui n'est pas inscrite ni dans le code électoral, ni dans la chaîne des partis politiques, c'est que la Cour a montré que les institutions de la République peuvent jouer leur partition si les politiciens ne s'y mêlent pas. Si une mainmise ne vient pas entrer dans le fonctionnement, dans le cours normal des prérogatives que la République leur a autorisées. Donc, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Isiaka, c'est que la Cour a montré que les institutions béninoises, les institutions de la République ont encore ce devoir d'indépendance, ce devoir d'ingratitude par rapport à ceux qui les nomment.
Merci. Très bien. Oui, Médis, oui, allez-y, sinon que nous avons constaté au lendemain de cette décision que ces candidats qui n'ont pas reçu leur quitus ont, de façon individuelle, saisi la Cour contre la Direction générale des impôts qui, finalement, la Cour s'est déclarée incompétente. Oui, bien sûr, puisque au lendemain de la décision qui a réhabilité les démocrates, Oui. il y a encore une autre audience où la Cour a encore rendu une autre décision toujours sur l'avis du même parti, la situation du même parti par rapport à la Sénat, par rapport aux élections. Et là, il faut retenir que la Cour s'est déclarée incompétente. Et aussi, il y a le principe d'autorité de choses jugées qui a également été évoqué. Autorité de choses jugées parce que déjà, la veille, il y a déjà une audience et la Cour a déjà vidé un aspect du dossier. C'est l'aspect général. L'aspect général du dossier. Donc, il n'est plus utile ou opportun de revenir encore pour rendre une décision dans ce sens. Donc, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Et également, il faut préciser que la Cour a dit le droit. Moi, je dis la Cour a dit le droit. Sans vouloir forcément faire l'éloge tout de suite, l'apologie de la Cour, tout de suite. Au moins, sur cette question, la Cour a dit le droit. Et tout le monde est d'accord. Et sur toutes les questions, ce n'est pas cette question seule. La Cour a... Oui, bien sûr. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, c'est tout comme c'est à cette occasion que la Cour a dit le non, droit. je ne voudrais pas que vous fassiez une interprétation Bon. polémique de ce que je dis. Maintenant, tout ce qui reste à souhaiter, puisque le processus, en réalité, vient à peine de commencer. Il y a encore d'autres situations qui vont venir. Et on aura le temps d'en parler. De mieux apprécier. Mais ce qui est à souhaiter, c'est d'abord de saluer vraiment la hauteur d'esprit et la conscience même professionnelle des sages de la Cour qui ont fait un bon travail et de souhaiter que tout continue dans le même sens. Voilà. Et que tout se fasse toujours au regard des tests, puis regarder le droit pour décider et tout le monde est d'accord. Le chemin est désormais tracé pour les élections inclusives. Les élections inclusives que tout le monde a toujours souhaité. Et que tout le monde a toujours souhaité. Donc, contrairement à ce qu'on avait vécu en 2019, maintenant à 2022, on peut dire qu'il y a une grande évolution, qu'il y a une avancée sur le terrain de la démocratie. Puisqu'en 2019, il n'y avait que 2 partis aux élections. Les législatives de 2019, c'était bien ça. Tout à fait. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est que le champ est ouvert à toutes les forces en présence, surtout grâce à cette décision de la Cour. Sinon, il y avait déjà un parti qui était sur le point d'être laissé sur les carreaux, les démocrates, mais finalement repêché. Donc, désormais, on pourra dire que nous allons vraiment à une élection ou à un scrutin inclusif. Ce qui va dans l'intérêt de tout le peuple béninois. Parce qu'en réalité, quand on parle d'élection inclusive, le premier cas auquel cela profite au-delà de tout le peuple béninois, c'est que ça profite même d'ailleurs beaucoup plus tout d'abord à la mouvance. Quand on parle d'élection, c'est que la mouvance a intérêt même à ouvrir le champ, à faciliter, et les chefs de l'État l'ont dit. Voilà, à créer les conditions nécessaires pour que toutes les forces adverses, ou bien que tous les adversaires viennent compétir. Parce que nous sommes dans un pays où la mentalité est celle-ci. C'est que l'électeur béninois aime voter franchement dans l'esprit de concurrence. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que même si c'est vos militants, ils étaient sur le point de voter pour vous, parce que l'adversaire n'est pas là, vous pouvez aussi perdre des suffrages. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. C'est que là, l'électeur était parti pour voter effectivement pour une liste de la mouvance. Mais il attend d'avoir tout un ensemble pour dire voici mon choix. Parce que les autres ne sont pas là, ça peut aussi le frustrer. Donc désormais, ce problème est réglé et chacun ira voter en toute conscience et en toute pertinence. Et ça, c'est de conclure en disant que c'est un souhait des évêques qui vient d'être concrétisé, comme l'a dit Florent. le confrère Florent, parce que j'ai lu également ce communiqué du conseil épiscopal, de la conférence épiscopale, qui a souhaité vraiment une élection inclusive. Et désormais maintenant, on ne pourra plus dire que ce n'est pas le cas. C'est déjà là. Il restera maintenant aux partis politiques de travailler sur le terrain pour pouvoir sinon, c'est là, je voudrais maintenant, voilà. Et en plus de ça,
et que c'est maintenant que le plus dur, bien le plus important On va commence. commencer. Puisqu'il y a encore d'autres défis à relever. Il y a le principe des 10%, Les 10%. qui est devant. c'est Donc, clair. c'est maintenant que les partis politiques doivent se mettre au travail. Une chose est d'aller aux élections, mais nous sommes dans des élections législatives où il faut satisfaire aux conditions pour pouvoir bénéficier des sièges. Donc, à partir de cet instant, si un parti politique va faire piètre figure, bon, il n'aura qu'à constater et qu'à récolter les fruits de ce qu'il aura semé. Très bien. Sinon, c'est là il faudrait en venir. L'essentiel n'est pas d'aller à l'élection. Et j'ai constaté que le fait de dire les LDO, les Kitis, comme on a gagné les élections, c'est maintenant le pire commence. C'est maintenant les LD doivent travailler et gagner. Pas que les LD, tous les partis. Tous les partis ne le disent en pas, lice, oui, mais ce sont les LD qui ont un peu de couac. Et beaucoup. Et pourquoi vous estimez qu'ils ont de quoi? Non, ils n'avaient pas l'air quitus, non, comme cela se doit. Et pour certains, ils sont déjà écartés du jeu. Comme ils ont pu rétablir les situations, je peux dire maintenant, c'est maintenant que le réel commence et ils doivent aller sur le terrain, aller travailler. Parce qu'il ne faut pas rester là pour dire on a les quitus, on finit les élections, on ne commence pas à crier encore qu'on a gagné, ils ont volé notre pouvoir et qu'on sort. Je pense que c'est pour éviter une assemblée monocolore, comme beaucoup le disent, que tout est fait aujourd'hui. Je pense que si on ne les bloquait pas quelque part, personne ne peut parler d'une assemblée monocolore. Même si partait ne gagnait pas, là, ça fait comment je vais dire même, ça fait eux-mêmes qui sont l'auteur de leur échec. Là, on ne dira pas que quelqu'un les a bloqués. Par exemple, ils n'allaient pas, on pourrait dire oui, c'est le pouvoir, c'est la mouvance qui les a bloqués, c'est la Sénat et qu'on sort. Aujourd'hui, la Sénat, comme la Cour, ont décidé à ce qu'il aille, il faut qu'ils soient sur le terrain afin de pouvoir effectivement gagner les élections. Pourquoi on n'entend pas encore parler de l'Assemblée nationale monocolore? On a trop crié de ça, on a crié ce nom-là pendant au moins les 4 ans ou bien les 5 ans que les députés ont fait. Et je suis sûr que maintenant, avec la présence d'autres forces de l'opposition, il ne faudrait pas qu'on pense seulement que ce sont les LD qui sont de l'opposition. Il y a les FCB qui sont aussi de l'opposition. Il y a même MPL, voilà, qui sont aussi de l'opposition. Il va falloir que les gens travaillent en synergie, parce que lorsque vous êtes opposant, vous devez travailler en synergie et gagner la victoire. Aujourd'hui, la mouvance est ensemble. Très bien. Voilà, et puis, Bélis. ce que dit le confrère Isiaka me paraît tellement important que j'ai voulu apporter une précision. Effectivement, la responsabilité du gouvernement, de la Cour constitutionnelle, c'est désormais entièrement dégagé. On ne nous dira plus dans l'avenir qu'on ne nous a pas donné, on ne nous a pas facilité la tâche pour qu'on aille aux élections. Non. Tout est fait maintenant pour que tout le monde aille aux élections. Désormais, c'est sur le terrain, c'est sur l'aide de jeu que chacun aura à prouver ce dont il est capable. Donc ça là, c'est vraiment important de le préciser. Et comme le précise également le dit le confrère, il y a d'autres partis d'opposition. Mais à l'intérieur de ça, c'est le cas des démocrates. Pourquoi vous dites d'autres partis d'opposition et vous riez? Oui, c'est le cas des démocrates qui a beaucoup plus retenu les attentions. Voilà, puisqu'on les attend beaucoup plus, de façon beaucoup plus critique parfois, de façon beaucoup plus acerbe. C'est pour ça que leur cas a éveillé les attentions, a préoccupé plus d'un. Sinon, il y a d'autres partis de l'opposition qui ont eu moins de problèmes qu'eux. Et les FCBE, très tôt, le chef de file de l'opposition a expliqué comment ils ont procédé pour vite avoir leur quitus. C'est-à-dire qu'ils se sont mis très tôt à la tâche. Voilà. Ce que vous l'avez dit. Comme le dit Nadal, ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut aller acheter le chien. Ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut aussi dresser le chien. Et qui voyage loin, prépare sa monture. Voilà, qui voyage loin, prépare sa monture. Ça, c'est une leçon pour l'avenir. C'est vraiment une leçon pour l'avenir. Ce qui s'est passé maintenant... À tous les partis politiques. À tous les partis politiques. Oui. À tous les partis politiques. Pour qu'on attende plus pratiquement la veille ou bien la lisière du délai, de commencer par chercher les dossiers. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons évoluer. Vous savez, les démocrates ont reçu leur récépissé définitif, le positionnement des partis politiques sur le CSPN du bulletin unique. Ce sont là les preuves de l'évolution du processus électoral et on en parle du bilan d'étape avec vous, Florent, aussi, non? Oui, en fait, lorsqu'on veut faire rapidement un bilan d'étape, c'est de constater que il y a eu d'abord la confection de la liste électorale et après la confection de cette liste électorale, l'élément qui a été très décisif, c'est le fait que les politiciens se sont regroupés pour faire consensus autour de cette liste.
avant que l'ANIP ne mette cette liste à la disposition de la Sénat. Vous voyez, ça c'est un élément très important. Ça voudrait dire qu'aucun des politiciens engagés dans le processus électoral ne peut revenir nous dire que la liste elle est tronquée, truquée et autres comme on l'a connu et on l'a observé en 2011. Premier élément. L'autre élément qui suit, c'est que En 2011, en 2021. 2011, quand on a voulu faire la réélection de Thomas Boni-Yahi, vous avez compris, la LEI, la LEPI qui a été conduite par Arif Hari Bako. Bon. Alors, donc, l'autre élément qui entre dans la balance, c'est que la Sénat a ouvert l'enregistrement des dossiers de candidature suivant un délai, en respectant le code électoral, l'expression du code électoral. Alors, le Sénat a reçu les dossiers de candidature, elle a posé le diagnostic qu'il fallait, certains ont complété, d'autres n'ont pas pu compléter, la Cour constitutionnelle est intervenue pour pouvoir régler la situation. Ça, c'est déjà aussi un point très important pour le processus électoral qui est actuellement en cours. Et il faut aussi, en parlant de bilan, il faut aussi constater que les institutions de la République qui sont engagées dans ces élections ont joué pleinement leur partition. Que ce soit la DGI, la Sénat et plus tard la Cour constitutionnelle, et aussi l'ANIP, chacune des institutions a joué sa partition. Les problèmes que nous avons connus, ce sont des problèmes liés à l'application, je ne dis pas l'application, à l'expérience des tests. Nous sommes en train de faire des expériences par rapport aux tests qui sont votés à l'Assemblée. Donc, les problèmes que nous avons eus sont des problèmes qui sont liés à l'expérimentation, disons, l'expérimentation des tests que nous avons. Et petit à petit, je crois que nous allons trouver, disons, le mécanisme adéquat pour que les problèmes qu'on a connus ne surviennent plus. Très bien. Issaka? Je pense que le processus suit son cours, comme vous l'avez dit, Oui. et les spécimens, je pense que c'est aujourd'hui ou bien c'est lundi. Oui, les choses seront mises en conforme, les spécimens seront disponibles et la Sénat continue toujours de jouer son rôle. Et mon souci est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres forces qui puissent bloquer cette ardeur qui jaillit sur toute la population. Et je continue de le dire, si les LD n'allaient pas à l'élection, imaginez ce que les gens seraient en train de dire aujourd'hui. Et à travers la décision de la Cour, nous avons constaté que les LD vont à l'élection, l'opposition va à l'élection. Et je pense que ce serait bien que le processus suive ainsi son cours. Il n'y aura pas de problème pour dire on a truqué les fichiers électoraux parce que j'ai vu dans la salle le jour-là, j'ai vu Eric Mondete qui est aussi le chef de file d'une opposition. Et Mondete était là et personne ne viendra nous dire aujourd'hui ils ont truqué l'élection. Je pense que le processus suit son cours et mon souci majeur est que cela se poursuit pour qu'on n'assiste pas à ce qu'on a eu lors des élections antérieures où il y a certains Béninois qui ont perdu la vie. Je pense que je pense qu'aujourd'hui, on doit tirer des chapeaux aux institutions impliquées dans l'organisation, même les partenaires techniques et financiers qui sont impliqués dans le processus. Je pense que c'est une joie pour tous les Béninois aujourd'hui de dire nous allons à une élection où tout le monde est associé, à une élection où il n'y aura pas de critiques à gauche et à droite. Je pense qu'on doit tirer des chapeaux à toutes ces institutions qui sont impliquées dans le système. Très bien. Oui, mais dis, une question pour vous, si vous le permettez. En fait, c'est tout le monde, par rapport à la situation des démocrates qui avaient perturbé un peu le chronogramme, le programme de la Sénat, mais la Sénat a mis à contribution presque le week-end pour travailler, leur remettre le récépissé, et donc c'est un rattrapage qui est à la satisfaction donc, de tous. Oui, un rattrapage très salutaire, puisque quand la Cour décide, il est bien dit dans la Constitution que les décisions de la Cour s'imposent à tous les pouvoirs publics et sont sans recours. La Sénat s'est vite exécutée en délivrant le récépissé. Ça, il faut aussi souligner cela comme un élément très positif dans le comportement de l'institution en charge de l'organisation des élections que constitue la Sénat. Et jusqu'à ce que déjà les choses évoluent pour que les partis soient convoqués, pour qu'on parle même déjà de spécimens, pour les positionnements. C'est la preuve que le processus vraiment est en train de faire du chemin, le processus évolue. Et là,
c'est vraiment très capital. Et il faut dire que toutes les institutions impliquées, que chacun joue sa partition, comme on le constate jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et quand on parle d'une élection, surtout d'une élection, des élections législatives, c'est une question de synergie de plusieurs forces, de plusieurs institutions. Et jusqu'à là, on n'a pas encore appris qu'il y a un problème quelque part. Le ministère des Finances doit donner de l'argent. Le ministère des Finances n'a pas dit qu'il n'y a pas l'argent. Nous sommes d'accord. On suppose que les moyens sont là pour gagner les élections. Bon, le ministère de l'Intérieur est impliqué. Oui, puisqu'à un certain moment, il va falloir sécuriser les choses. Voilà. Bon, on est dans un contexte où les recrutements sont tellement faits dans la police que ce n'est pas les moyens pour sécuriser qui vont poser problème. La HAC est impliquée à travers la gestion de la campagne médiatique. Et ce qu'on ne doit pas faire, la HAC nous l'a déjà dit. Nous, professionnels des médias, la conduite à tenir, la HAC nous l'a déjà dit. Bien sûr. Bon, après, nous avons la liste électorale. L'institution qui doit remettre a déjà remis. C'est l'ANIP. Donc la liste est déjà là. La Sénat doit enregistrer les candidatures, ce qui est déjà fait. Donc ça veut dire que nous sommes dans la bonne marche des choses pour que les élections aient effectivement lieu. Il faut préciser, une institution fondamentale, la Cour constitutionnelle, en tant que juge du contentieux électoral, qui fait également son travail. Puis on est dans une période où la Cour a beaucoup de boulot, ce qui est normal. Ce qui est normal, la Cour doit avoir beaucoup plus de travail qu'en période ordinaire, et la Cour fait également ce qui est de son côté. Donc tout se passe bien pour que le vote de 8 janvier se déroule de façon très normale. Et il faut préciser que les élections de 8 janvier présentent des particularités. Et pour une première fois, on va à des élections législatives pour élire 109 députés. Ça, c'est un élément nouveau. Donc, ça doit forcément impliquer de nouvelles données, ainsi de suite. Et sur la base des tests pratiquement nouveaux aussi. Deuxième particularité, dans l'architecture même de la Sénat, il y a quand même aussi de réformes à ce niveau. Tout à fait. Vous voyez, c'est ça, une autre particularité. Maintenant, le contexte même. Les élections législatives, généralement, on les laisse souvent faire dans la période de mars. Mais pour une première fois, on va le faire en période de fête. Donc, puisque le mois de janvier est un mois de fête. Qui témoigne en même temps que c'est une fête. Bon, qui témoigne que c'est une fête. Et que tout se passe bien pour que le comportement de fête, l'ambiance de fête soit maintenu, sauvegardé. Et pour qu'on puisse se dire que c'est dans un mois de fête et que les élections ont été effectivement une fête. Puisque ça va se passer dans un mois de janvier. Le mois de janvier, c'est un mois de fête. Donc, voilà un peu les particularités que je souligne. Oui, Florent. Oui, en fait, comme Guy parlait tout à l'heure de particularités, et c'est vrai, ils avaient fait le débat tout à l'heure, tout. L'autre particularité, c'est que les partis qui sont engagés n'y vont pas avec les mêmes chances. C'est des chances variables. Vous voyez, nous avons 7 partis. 4 partis de la mouvance présidentielle, un parti de l'opposition légale, les FCBE, et 2 partis de l'opposition radicale, les démocrates et quelle différence Maintenant, même je m'embrouillais déjà. Non, écoutez, non. 3 partis de l'opposition. Merci, d'accord. 3 partis de l'opposition. 3 partis de l'opposition. Maintenant, vous savez, il y en a qui n'ont pas bénéficié du financement public des partis politiques et qui doivent maintenant aller aux élections. Mais cela s'explique. Alors, maintenant, cela s'explique, d'accord. Ils ne remplissaient les conditions pour bénéficier. Non, il faut l'ajouter pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, vous savez, ils n'ont pas bénéficié donc, ils partent déjà avec un obstacle sur le terrain. L'autre chose que je voudrais relever, c'est que je voudrais mettre l'accent sur le fait que les partis qui n'ont pas reçu le financement public des partis doivent maintenant faire, disons, beaucoup plus de mouvements pour mobiliser la population. Parce que déjà, ils partent avec un obstacle. L'obstacle, c'est que les 2 partis, l'Union progressiste et le Bloc républicain, avaient déjà participé aux élections antérieures et ont raflé le nombre important de députés à l'Assemblée nationale. Si les partis de l'opposition ne se lèvent pas au plus tôt, ils risquent de se répéter les mêmes choses que les partis de la mouvance présidentielle, surtout les 2 partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, raflent la majorité
des députés à l'Assemblée nationale. Et en ce temps-là, il ne faudrait pas qu'on vienne encore nous dire que nous avons un Parlement monocolore. Très bien. Merci. Alors, est-ce que dans l'esprit aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, et là, la question est à tout le monde, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Béninois sont déjà dans l'esprit de ces élections, les Béninois en général? Je ne vais pas parler de la classe politique, encore moins de la classe intellectuelle. Les Béninois en général, est-ce qu'on lit en eux, dans leur comportement, qu'ils savent qu'en janvier, en tout cas d'ici décembre, la campagne, janvier, les élections. Est-ce que vous lisez ça, Issaka? Je pense que son reste peut-être aussi d'ici, on va dire, bon, ça ne se remarque pas, mais lorsque vous allez un peu, moi je suis toujours vers le nord, lorsque vous allez un peu vers la zone, vous constatez... Dans quelle zone précisément? Vous allez à partir de Dassa, oui, jusqu'à Banterre et aller un peu vers Glazoué, qu'on soit là, okay, on constate effectivement qu'il y a une élection. Qui vient. Par quoi avez-vous... Oui, là, même au sein de la population, on constate que chaque population, ou bien chaque habitant sait qu'il y a élection et chacun a déjà choisi son bord. C'est pour cela qu'il disait tout à l'heure que si les LD ne partaient pas, il allait avoir des problèmes. Parce que certains se disent, bon, c'est mon parti, je suis de l'opposition. Si on n'autorisait pas, ou bien les LD ne remplissaient pas les conditions pour aller, vous devez savoir qu'il devait avoir des problèmes. Et heureusement qu'aujourd'hui, c'est réglé. D'autres l'ont dit tout à l'heure, mon confrère Florent l'a dit tout à l'heure, qu'il y a certains qui ont sauté même du plafond. Beaucoup sont contents. Ils savent effectivement que nous allons maintenant à une compétition. J'ai lu quelque part maintenant quelqu'un qui a dit, je n'ai pas voté en 2019, je n'ai pas voté en 2020, maintenant j'irai voter en 2023. Celui qui votait à ma place, il faut lui dire que je vais voter aujourd'hui et... des élections. Bon, c'est une manière pour faire rire les gens, mais c'est une réalité qui est... Il y a beaucoup qui, depuis 2009, ils n'ont jamais voté. Et je pense que c'est l'occasion pour eux maintenant de dire, bon, je vais voter. Si tu es opposant, ton parti va à l'élection. Si tu es mouvancier, ton parti va aussi. Ça veut dire que si tu ne vas pas voter, ça fait ton problème. Là, on ne peut pas dire que c'est lui qui a bloqué. D'où, lorsque vous allez au sein de la population, on comprend aisément qu'il y a une élection, véritable élection. Et l'enjeu est de taille. Qu'on soit de la mouvance, qu'on soit de l'opposition, on sait aujourd'hui que l'enjeu est de taille. Pourquoi? La mouvance a aujourd'hui en face de lui une opposition qui n'avait pas lors des élections passées. D'où, qu'on le veuille ou pas, la mouvance aussi a du couac, a un peu de peur pour dire est-ce qu'on peut gagner encore. Avant, ils avaient raflé, c'est ça qui a amené beaucoup à dire, à assembler monocolore. Mais aujourd'hui, c'est dit, les deux vont à l'élection. Il y a un candidat qui m'a confié que si ceux-là vont à l'élection, là, d'une manière ou d'une autre, on peut avoir des soucis. Hein. J'ai dit, mais quels soucis vous aurez? Ils n'étaient pas allés à l'élection passée, mais sont les autorisés à aller aujourd'hui, ça veut dire et on risque de partager nos votants. D'où, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, chacun sait qu'il y a une élection et on va, c'est pas pour s'amuser. Très bien. Cela suppose, un taux de participation assez important. C'est d'abord et déjà le travail de chaque parti politique. Certainement qu'on aura le temps d'en parler, mais on peut déjà faire cette lecture. Les partis politiques, donc les 7 en lice, pour ces élections, ont ce travail à faire, la mobilisation bien pour sûr, un taux de participation. Bien sûr. Je crois que pour cette fois-ci, pour les élections en perspective, bien sûr, il faut envisager un taux de participation mieux que ce qui s'était passé. Parce qu'on peut l'envisager. Parce que les militants qui avaient boycotté au motif de ce que leur parti n'était pas candidat, n'était pas en compétition, n'ont plus de raison aujourd'hui de rester à la traîne. Donc tous ceux-là, quand ils vont revenir, ça va forcément améliorer le taux de participation à ces élections. Et maintenant, par rapport à la préoccupation, est-ce qu'on remarque dans l'opinion qu'il y a une élection qui arrive? Mais la réponse, de mon point de vue, c'est oui. Parce que, bon, on est même dans nos marchés, bon, même dans nos marchés, mais tout le monde sait aujourd'hui en son âme et conscience que les élections arrivent. C'est vrai qu'à côté de ça, ça vient dans un contexte où on parle de cherté de la vie, d'accord, mais ça n'empêche pas de savoir qu'il y a élection. Parce que on est en novembre. Il y a 3 mois encore, 2 à 3 mois, c'était encore les vacances. Il y a eu beaucoup de compétitions de football qui ont été organisées un peu partout dans le pays.
Et ceux qui ont organisé ces compétitions-là savent pourquoi ils l'ont fait. Et des jeunes aussi le savent. C'est comme l'a dit un homme politique de ce pays. Quand vous voyez ces signes, sachez que l'événement s'approche. Vous voyez. Donc déjà, et les jeunes savent. Bon, également, les bonnes dames, au niveau des marchés, aussi, avoir déjà des choses qui se multiplient sur le terrain, compétition, et de temps en temps, quand l'homme qui était tout le temps dans son véhicule, qui descendait à peine aujourd'hui, baisse la vitre pour saluer tout le monde. Quand vous voyez ces signes, sachez que l'événement s'approche. Bon, donc tout le monde sait que le vote arrive. Et comme on le dit encore sur le plateau, le réaffirme, que ce soit vraiment une élection festive et récréative. Voilà. Très bien. Oui. Oui, Florent, certainement quelque chose à ajouter avant qu'on Oui, en fait, le dernier sujet. Bien sûr, en fait, les Béninois savent que il y a les législatives qui approchent. D'autant plus que les partis politiques que nous avons sont tout le temps là en campagne. Ils sont tout le temps en campagne. Non, mais la campagne n'a pas encore lancé. S'il vous plaît, vous savez, la campagne... donnez-moi, si vous donnez le temps, je vais vous démontrer comment est-ce que... Oui, allez-y. Tout le temps. Oui, vous avez un code de... Vous constatez avec moi que bien avant qu'on entame ce processus électoral, des autorités de la République vont, quand ils vont se rencontrer tel un roi, tel un chef religieux, un chef de parti politique et autres, ils y vont avec la casquette de leur parti politique. Et tout le temps, ils sont là à démarcher, ils sont là à faire fusion, ils sont là à faire diffusion, désunion. Donc, les Béninois savent qu'il y a les élections qui s'annoncent. Mais ce qu'ils voudraient, c'est que toutes les corporations, que toutes les sensibilités soient concernées, disons, qu'on les amène tous à la table. Et nous sommes en cas de figure que toutes les sensibilités seront présentes à cette élection. Maintenant, c'est le taux de participation qui s'annonce comme un facteur de crédibilité pour ces élections. Parce que les dernières élections que nous avons organisées, le taux de participation a été très faible. Et des taux qui ont remis en cause les taux qu'on avait eus auparavant. Cette fois-ci, il nous faut encore jouer sur le taux de participation. Et nous savons que le taux de participation a été haut par le passé parce que il y a l'argent dans le domaine électoral. Non. Maintenant que, s'il vous plaît, laissez-moi finir. L'argent, vous n'avez aucune preuve. N'avançons pas ce que nous ne maîtrisons pas. Écoutez. Oui, moi je suis journaliste. Je ne suis pas. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Quand vous parlez de l'argent a été dans le processus, je n'ai fait aucune preuve. Monsieur, Théodule, je suis journaliste. Je sais. Formé à la chose journalistique. Je sais très bien. Comme tout le monde. Merci. Non, pas comme tout le monde. Ah bon, vous êtes spécial. Vous savez, il y a aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis, laissez-moi aller au bout de monsieur. Oui, parce que nous avons... Il y a aujourd'hui la Cour des comptes qui doit à la fin du processus dire son mot par rapport aux fonds de campagne qui sont utilisés par... Nous n'en sommes pas encore là. Oui, nous mais parlons de la mobilisation du travail. Exactement, c'est pour vous dire que... C'est pour vous dire que... C'est pas moi qui pose la question. Est-ce que la Cour... S'il vous plaît, c'est Théodule qui pose la question. C'est pour vous dire que pour la mobilisation des électeurs, il ne faudrait pas que le facteur argent entre en jeu. Il faut vraiment mobiliser à partir des valeurs. Et il faut que les électeurs aillent voter en estimant ou en ayant le profil de député qu'ils veulent envoyer à l'Assemblée nationale. Que ce soit un député vertueux, qui est respectueux des textes de la République. C'est cela. Bon, moi, je suis... cette question, je brûle d'impatience à placer. J'ai suivi le raisonnement de mon confrère Florent, qui relève, de vos points de vue, d'une pure théorie française. C'est-à-dire que les élections, il faut tenir aussi compte des contextes. Bon, ici, on est dans un contexte où à un certain moment, des populations ont des problèmes que des hommes politiques parfois cherchent à régler, auxquels ils cherchent à apporter des solutions. Bon, donc ça, il faut le préciser. Maintenant, dire tout le temps qu'on est en campagne directement de cette façon, je crois qu'il faut nuancer. Il faut nuancer parce que ce que nos hommes politiques font à la veille des élections, surtout qu'ils savent déjà que le code électoral dit qu'à un an, il ne faut plus faire de dons, tout ça. Ils trouvent des stratégies pour faire des actions déguisées.
Le candidat lui-même, peut-être, vous n'allez pas le voir en train de faire des actions. C'est peut-être un proche qui organise des tournois au profit de la jeunesse. Et c'est après que vous allez le voir à ses côtés, il va vous dire que c'est mon candidat. Bon, vous n'allez jamais... Voilà, c'est tout. Puisque le candidat lui-même, vous n'allez... Oui, bon, je dis... bon, c'est ce qui s'observe très souvent. Sinon, moi, je ne partage pas totalement son avis qui dit que les gens vont voter à cause non, l'avis de Florent qui voit que les gens vont voter suite à l'argent qu'on leur donne. Non, je n'ai pas dit ça. Dans votre analyse, c'est comme ça que l'argent Je trop n'ai pas dit circulé. ça. Vous avez dit l'argent trop circulé lors des élections passées. L'argent là a circulé par où? C'est pas le biais de qui? Ils jettent l'argent. Vous avez dit les élections passées. Et quand vous dites les élections passées, vous avez dit que ce ne sont pas les élections organisées sous le mandat actuel. Vous avez dit les élections passées. Attention. Donc, quand on dit les élections... Bon, ce qu'il faut garder est quoi? La population est mûre pour choisir le candidat qu'il faut. Il ne faut pas avoir toujours des facteurs argent qui font que les gens votent. C'est tout, maman. Très bien. Merci. Et nous restons avec vous pour terminer le troisième sujet. Votre sujet, monsieur Kojouni. Bon, moi, mon sujet concerne les affaires foncières, comme vous le savez d'ailleurs, et que le gouvernement a décidé à ce que les mairies, qu'on puisse relancer des opérations de lotissement. Quand moi j'ai l'information, j'avais un peu de grincement dedans. Parce que je me disais que, oui, je me disais que le gouvernement avait suspendu pour mieux organiser les choses et pour qu'il puisse prendre en charge ces faits-là, ces opérations. Ces opérations. Mais je suis un peu désolé qu'on retourne encore au niveau des maires pour dire qu'il peut continuer l'opération de lotissement. Est-ce que le problème qu'il y avait et on avait suspendu, est-ce qu'on a réglé ce problème-là pour dire maintenant on autorise à nouveau? Je pense que ce n'est pas bien qu'on puisse d'une manière... Il y a quand même, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'abord des enquêtes qui ont été menées, une cour spéciale des affaires foncières qui a été installée et beaucoup d'autres structures. C'est tellement que le gouvernement a vu aujourd'hui que, on peut recommencer tout en faisant le travail avec... Vous n'avez pas un appareil pour me dire que d'ici 3 mois, on n'aura pas encore des gens qui sont impliqués dans le problème foncier. Parce que dans certains pays, j'aurais appris que c'est le gouvernement qui a la terre. Mais au Bénin, on laisse la population encore vendre la terre. Et ce qui fait que une personne peut vendre sa parcelle à 3 personnes. C'est justement pour régler tout ça. Oui, c'est pour régler. Est-ce qu'on a trouvé une formule pour le faire? Ce n'est pas le fait de créer une cour spéciale des affaires foncières qui va faire qu'on va mettre fin à ça. Non. Je pense que le gouvernement devait, c'est mon point de vue, le gouvernement devait mieux faire pour prendre l'opération en charge. Au moins, je connais le cas du Togo. Au Togo, c'est le gouvernement qui va à la terre. Ce n'est pas un individu qui va se lever et aller vendre. Moi, je me suis dit, c'est là où on voulait en arriver. Mais quand on autorise encore les maires pour dire vous pouvez continuer l'opération de lotissement, je pense que les mêmes problèmes de vente de parcelles, même pas les autorités elles-mêmes, reviendront encore. D'où moi, je ne suis pas totalement satisfait de la reprise des opérations. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité? J'aurais souhaité que le gouvernement... Plus d'un an que cette opération... Oui, j'aurais souhaité que le gouvernement lui-même prenne l'opération en charge. Pour dire désormais, pas essayer de parcelles, voilà. Les gens ont des parcelles à titre foncier et c'est encore litigieux. Les gens ont commencé leur opération de titre foncier, j'allais dire, et c'est suspendu parce que soit c'est vendu à 2 personnes, soit c'est vendu à une personne et ça n'appartient pas à celui qui a vendu, ainsi de suite. Je pense que quand le gouvernement suspendu, le gouvernement reviendra maintenant avec une bonne solution pour qu'on ne puisse pas assister à la vente de parcelles, on a volé tel hectare de parcelles et qu'on sort. Mais le fait de retenir encore vers les maires, est-ce que les maires là sont devenus vertueux ou bien comment? Moi, j'ai réfléchi et dit non. Je ne suis pas satisfait de la reprise de l'opération. D'autres peuvent être d'accord, ça fait leur point de vue. Mais pour moi, personnellement, je souhaiterais que le gouvernement puisse prendre les dossiers en charge. Le fait de créer la Cour spéciale des affaires foncières ne règle pas le problème. La clientèle est là, non? Les gens ne continuent pas de voler, les gens continuent de détourner, non? Ce n'est pas le fait de créer la Cour spéciale des affaires foncières qui règle le problème, mais que le gouvernement lui-même prenne le taureau par les cornes et dit désormais, pour acheter des parcelles, vous achetez ça une seule fois, c'est terminé. Il n'y a pas fait de dire, c'est elle qui m'a vendu, et la population ne doit plus vendre encore des parcelles. Dans le pays dont ils sont en train de parler, le gouvernement achète. Et lorsque vous l'achetez maintenant, là, on vous livre ça. On dit, bon, voilà, et vous faites du papier par rapport à ce que le gouvernement a instauré comme la loi. Mais ici, on peut, peut-être s'il y a des parcelles, on peut
aller vendre ça encore à une autre personne. Et on bloque de toute façon, ce n'est pas un votre peu souhait. oui. C'est pas votre souhait. Parce Oui, que... je n'ai pas trop aimé que le gouvernement retourne ça encore au maire. Non. Il y a des maires qui sont toujours impliqués dans des affaires foncières. Mais on retient quand même que le fonctionnement, la structure au niveau des maires n'est plus la même. Il y a eu des réformes qui ont été opérées à ce niveau. Florent Roussillon, votre avis sur la reprise annoncer des opérations de lotisme et de recasement? Oui, vous savez, le gouvernement que nous avons, c'est un gouvernement qui a de la méthode. Le gouvernement a créé l'Agence nationale du foncier. Et avant de créer, avant de créer l'Agence nationale du foncier, des domaines du foncier, il y a le code sur le foncier aujourd'hui. Moi, je me rappelle que ma grand-mère s'est dépêchée tout dernièrement d'aller au village pour aller remplir les formalités pour ne pas perdre ses parcelles. Donc, votre grand-mère? Oui, ma grand-mère. Pour ne pas. Elle pense toujours à cette elle. Ah oui, et elle nous a dit, ça devient encore de plus en plus compliqué. Nos terres sont en train d'être sécurisées. Quand elle m'a dit ça, m'a dit, c'est ma grand-mère qui ça. Donc ça veut dire qu'elle-même, elle a compris l'enjeu. Non, le gouvernement a compris que dans la structure du foncier, dans la chaîne du foncier, il y a beaucoup de bandits, de voleurs qui se sont accaparés de la chaîne. Et le gouvernement a, disons, épuré la chaîne. Complètement épuré. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus appliquer des taux comme le faisaient les géomètres. Ils appliquent les taux qu'ils veulent aux parcelles en faisant le lotissement, on voit les parcelles passer. Non, ce n'est plus possible aujourd'hui. Surtout avec l'Agence nationale du foncier et des domaines. Donc c'est salutaire que le gouvernement ait demandé à ce qu'on reprenne les opérations de lotissement parce que le gouvernement a beaucoup de projets. Et pour ces projets, pour appliquer ces projets-là, pour mettre en œuvre ces projets, il faut des terres. On a la G10 qui est là, par exemple. On a besoin de terres pour pouvoir permettre aux opérateurs économiques d'investir. On a besoin de terres pour que nos enfants puissent étudier, puissent avoir des écoles, des universités, des centres de santé. Et tout ça a été pris en compte par le gouvernement avant qu'on le fasse. Merci bien, cher confrère Théodule. Reprendre les lotissements dans les communes, ce n'est pas une mauvaise chose. Seulement qu'il faut tirer leçon des faits antérieurs pour que les mêmes scandales ne perdurent plus. Sur la question du foncier au niveau des collectivités locales, nous savons que c'est une question, ça fait beaucoup couler d'encre et de salive, comme on le dit, même des poursuites ayant été engagées contre des autorités communales dans des affaires domaniales. Maintenant que le gouvernement a décidé de faire encore confiance, et qu'il faut que les choses se fassent correctement, qu'on n'entende plus qu'il y a des domaines, qu'il y a des réserves administratives bradées, qu'on n'apprenne plus que des contribuables ont été lésés dans leur domaine. Puisque quoi qu'on dise, aujourd'hui, il y a une réforme au sein de l'appareil judiciaire où une juridiction est spécifiquement dédiée à ça. Donc ça veut dire qu'ils ne sont là que pour ça. Et désormais, quiconque sera épinglé sera sévèrement puni. Donc, pour le moment, créditons nos élus de bonne foi. Comprenons qu'ils ont déjà eu le temps d'observer un peu tout ce qui s'est passé et de se dire, cette fois-ci, nous allons bien faire pour ne plus être frappés par la loi. Très bien. Voilà. Merci à vous. Surtout que, je le rappelle, les structures de fonctionnement au niveau de nos mairies ne sont plus les mêmes. Il y a les SE, les directions techniques qui sont instaurées aujourd'hui. Merci. Recours du parti Les Démocrates. La Cour constitutionnelle a dit le droit. Bilan d'étape du processus électoral et puis les opérations de lotissement et de recasement à nouveau autorisées. Ce sont les sujets abordés au cours donc de ce plateau, l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 20 novembre. Merci à vous, Médis Aguincourt, d'être venu. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Merci. Merci pour l'invitation à ce débat aussi convivial que contradictoire. Très bien, merci beaucoup. Isiaka Kochoni, directeur de publication de la CIM Info. Merci à vous aussi. Merci à vous également. Merci. Florent Roussillon, secrétaire de rédaction de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Mesdames et messieurs, merci donc. Ainsi s'achève l'hebdo de ce dimanche. On se retrouve dimanche prochain, mais en attendant, suivez juste après nous le bulletin de l'information et toute l'équipe de Dimanche Politique pour le débrief.